Et donc, et bien, en tout cas, merci à tous et à toutes d'être encore là pour ce dernier webinaire. Donc, où nous allons laisser la parole donc à Juliette Cartier et à Nathalie Rudel, qui va nous faire l'introduction donc de ce webinaire puisque c'est comme à chaque fois un parent qui prend la parole en premier, puisque ces webinaires vous sont destinés. Donc, Nathalie, on vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je suis Nathalie Rudel, mère de 3 enfants, dont une fille cadette atteinte de sclérose tubéreuse de Bourneville et qui a maintenant 29 ans. Et je suis également coprésidente de l'association sclérose tubéreuse de Bourneville, France. La sclérose tubéreuse de Bourneville est une maladie génétique d'expression très variable. Elle peut se traduire par de simples atteintes dermatologiques ou des atteintes rénales sans atteinte neurologique, mais elle est souvent associée à une épilepsie plus ou moins sévère, des troubles autistiques et des retards du développement plus ou moins importants. Pour illustrer cette variabilité, Céline Bertrand-Hardy, qui est connectée aujourd'hui, a témoigné en tant que parent lors du précédent webinaire en parlant de sa fille de 26 ans atteinte de cette même maladie et qui vit avec une certaine autonomie, alors que ma fille, polyhandicapée avec trouble DI sévère, associée à un léger déficit moteur, n'a aucune autonomie et elle est non-verbale. Le thème d'aujourd'hui, troubles du développement sévère et vie affective, est un vaste sujet peu évoqué dans les webinaires précédents. Et c'est pour cela que nous avons souhaité y consacrer un webinaire complet, car cela concerne un grand nombre de nos enfants, jeunes ou adultes, qui sont totalement dépendants et non-verbaux pour la plupart. Beaucoup de ces jeunes ou moins jeunes, avec une déficience intellectuelle sévère, souvent accompagnés de troubles du comportement, vivent dans des établissements médico-sociaux. Très peu d'informations, surtout chez les adultes, sont données aux familles sur leur vie au sein de l'établissement. Eux-mêmes n'ont pas la capacité, pour la plupart, à nous raconter leur vie quotidienne. Ils vivent bien souvent dans la solitude, même s'ils sont entourés par d'autres polyhandicapés et par des aidants. On a l'impression que bien que vivant dans le même lieu de vie, ces personnes avec une déficience intellectuelle sévère vivent leur vie en parallèle sans se croiser. Quand j'ai parlé de ce témoignage d'aujourd'hui à ma sœur, qui est très impliquée pour s'occuper de ma fille, donc qui est sa nièce, elle m'a dit « Mais comment peux-tu témoigner? Il n'y a rien à dire. » J'avoue que cette phrase d'une personne bien intentionnée m'a totalement déstabilisée. Et en y réfléchissant, ma sœur n'a pas totalement tort. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à exprimer. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile de parler de la vie affective de quelqu'un qui a très peu de capacité à exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qu'il souhaite. Donc nous, parents, essayons de deviner. Nous nous faisons des films qui ne sont peut-être pas la réalité de ce qu'ils vivent. Pour illustrer ce que j'interprète pour ma fille, j'ai décidé de témoigner de moments de vie qui montrent très clairement les besoins en vie affective et sociale de ma fille. Ma fille a 7 ans, nous, ses parents, accompagnons sa sœur et son frère avec elle au point de rassemblement des cours de ski dans une joyeuse ambiance de cris et rires d'enfants qui cherchent leur groupe. Les groupes commencent à s'éloigner, chacun avec leur moniteur, puis tous sont partis. Les autres parents aussi sont partis skier après avoir laissé leurs enfants. Plus un bruit d'enfants, nous nous retrouvons seuls avec notre fille qui tout à coup comprend qu'elle n'est pas de la fête, c'est-à-dire exclue. Et elle est terriblement triste alors qu'elle était toute gaie de la joyeuse ambiance précédente. Cela nous a arraché le cœur. Ma fille a 10 ans. Son grand-père se retrouve veuf et en fauteuil roulant.
Elle comprend la solitude et la fragilité de son grand-père grâce à son regard de personne fragile et sans autonomie. Ma fille, qui peut être parfois brutale et donner des tapes, lui caresse la main, ce qu'elle ne fait jamais, lui met la main sur l'épaule, le protège. Des connexions invisibles se créent entre ces deux personnes fragiles qui se reconnaissent et qui se reconnaissent dans leur fragilité. Ma fille a eu la même attitude protectrice avec son autre grand-père et sa grande-tante à la fin de leur vie. Ma fille n'a jamais eu et n'a aujourd'hui aucun ami. Elle n'a pas d'interaction avec les autres personnes handicapées de son foyer. Ils sont dans la même salle de vie, mais n'interagissent pas. Ils sont côte à côte, mais n'ont pas la capacité à développer des relations. Je la sens très seule. Ma fille, adolescente, semble émoustillée par les garçons. Mais aujourd'hui, cela ne semble plus être le cas. Mais je parle pour elle, je n'en sais rien. Je ne sais pas si elle se rend compte qu'elle n'a pas d'amis, ni de petite amie, et surtout si elle en souffre. Ma fille est très gaie et toujours prête à sortir pour une sortie, pour une fête. Elle adore être invitée chez nos amis. Je dis bien nos amis parce qu'elle n'a pas d'amis. Elle adore être invitée aussi chez son frère et sa sœur. Dans ces situations, elle fait son maximum pour se tenir bien, c'est-à-dire pour être à la hauteur, pour être probablement réinvitée. Ma fille a une relation privilégiée avec son cousin de 15 ans qui s'occupe spontanément d'elle avec beaucoup de gentillesse et avec lequel elle passe beaucoup de vacances. Il y a une connivence inexplicable entre ces deux personnes qui se passe sans parole. Enfin, ma fille est tante depuis 10 mois. Elle adore sa nièce. Elle s'assoit en face d'elle pour la regarder intensément. Elle semble émerveillée par ce petit être. Une fois de plus, elle a senti que le bébé est plus fragile qu'elle. Et d'elle-même, elle garde les distances car elle doit se rendre compte qu'il ne faut pas brusquer le bébé avec un geste trop brutal qu'elle ne saurait pas maîtriser. A-t-elle un sentiment maternel? Je n'en sais rien. Au travers de mon témoignage d'aujourd'hui, j'ai voulu exprimer le grand mystère impénétrable du ressenti et des émotions de nos enfants avec une déficience intellectuelle sévère. On parle beaucoup à leur place, car eux ne s'expriment pas beaucoup. Donc on interprète avec nos antennes très développées de parents d'enfants polyhandicapés. De tous ces exemples du parcours de vie de ma fille, voici les principales questions que cela a suscité en moi. Nos enfants souffrent-ils de la solitude? Peut-on être heureux en étant si isolé? Comment développer leur vie affective? Ont-ils besoin de relations sexuelles? Ont-ils besoin de leur famille? Je pense particulièrement aux résidents adultes qui n'ont plus de visite de leur famille et pas d'amis dans leur foyer d'adultes. C'est la grosse angoisse des parents vieillissants. J'ajoute à ces questions l'inquiétude des parents d'une souffrance de solitude de leurs enfants quand ils n'auront plus leurs parents pour les aimer. Car il est évident que nos enfants ont besoin d'un ancrage affectif. Et ils ont besoin d'aimer et d'être aimés pour être heureux. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Et pour la suite, on va laisser la parole à Juliette. D'accord, bonjour à tous. Moi, c'est Juliette Cartier. Donc, je suis cadre de direction dans un IEM sur 2 sites dans les Hauts-de-France. Donc, l'IEM La Source, Le Passage, qui est un IEM du GAPAS. On accompagne des enfants entre 2 et 20 ans, 21, 22, 23, avec les difficultés aussi du passage dans le secteur adulte. Des enfants, des jeunes, des adolescents, des adultes avec en situation de plurihandicap et maladies rares également.
Et je suis également formatrice depuis 3 ans à l'autodétermination, à la notion de bientraitance et également à l'accompagnement à la vie intime, affective et sexuelle. Donc des formations à destination de professionnels principalement. Et je suis de formation éducatrice spécialisée. Donc voilà, moi, ce que je souhaitais d'abord aborder avec vous, quand on parle du coup voilà de vie affective et sexuelle, ça concerne, on parle beaucoup de, alors juste attends, déjà un petit souci, hop, voilà. Ça concerne la tête, le cœur, le corps. Moi, j'aime toujours bien le rappeler. On en parle beaucoup. Et Jennifer Fournier en parle beaucoup quand elle parle justement de vie intime, affective et sexuelle, en se disant, ben, finalement, ça ne concerne pas uniquement, je ne sais pas, que les émotions. Ça ne concerne pas uniquement que le corps, mais justement, soit les sensations dans le corps, les émotions, les sentiments, les rêves aussi. Moi, j'aime beaucoup parler de rêves quand on parle de la vie intime, affective et sexuelle, avoir cette approche positive. La vie intime, affective et sexuelle, je trouve que dans les établissements, on parle beaucoup de prévention, de risques, mais on peut parfois un petit peu oublier ce côté positif, notamment autour des rêves et des fantasmes. Donc voilà, les nombreux aspects qui touchent directement au développement humain, que ce soit notamment justement en lien avec nos normes et nos valeurs, les émotions, les sentiments, tout ce qui est le développement psycho-sexuel, l'image, l'estime de soi. Donc c'est clairement de commencer à se dire, ben, la vie intime, affective et sexuelle, pour moi c'est compliqué de se dire on parle que de cet élément-là. Et pour moi, donc j'ai surtout voilà, le regard des établissements. Dans les établissements, ben, on touche systématiquement un petit peu à ce domaine-là dans toutes les activités qu'on peut proposer. Que ça soit, par exemple, quand on va proposer quelque chose autour de l'activité sportive, du schéma corporel, on va aborder la question du corps. Quand on fait des ateliers autour de la connaissance de ses émotions, voilà, plutôt dans ce qui est de l'ordre du cœur. La tête aussi, savoir exprimer ce que l'on souhaite, ce que l'on aime. C'est pour ça qu'il y a souvent un lien aussi qui se fait avec l'autodétermination quand on parle de vie intime, affective et sexuelle. Dans la question du droit, le droit à la sexualité n'existe pas. Donc c'est toujours important de le dire aussi, mais c'est reconnu comme étant une liberté fondamentale. Donc on doit avoir la possibilité d'accéder à une vie sexuelle, mais il n'y a pas de droit qui régit une vie sexuelle. Donc voilà, c'est quelques données aussi qui est important à souligner en se disant que cette liberté justement fondamentale, elle s'exprime à travers différents principes. Voilà, entretenir des relations avec des proches. Donc ça pose aussi la question qui est évoquée tout à l'heure sur les visites. Comment les visites elles peuvent s'organiser. Moi, j'aime aussi rappeler s'organiser dans comment on reçoit son invité. Est-ce qu'on a aussi un espace pour recevoir son invité qui soit propice justement au fait de recevoir. Le libre choix de son orientation sexuelle et la libre organisation de sa vie sexuelle. Donc voilà, de se dire aussi qu'est-ce que je veux faire et comment je peux m'organiser. Donc c'est des principes qui sont dans cette liberté d'accéder à la vie intime, affective et sexuelle. Quelques lois, c'est pas vraiment l'essentiel dont je voulais évoquer aujourd'hui, hein, mais c'est quand même important de le rappeler sur la loi de 2005, l'égalité des droits et des chances, qu'on cite beaucoup. Mais justement, il y a aussi cette notion de pouvoir accéder à cette vie intime, affective et sexuelle. La Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006, qui le précise également sur ces relations que les personnes ont le droit d'entretenir. Le respect à la vie privée. Quand je parlais un petit peu des espaces, des fois dans les établissements, quel espace aussi il m'est accordé, quel espace il m'est laissé pour que ça soit vraiment de l'ordre de ma vie privée. Voilà, tout ce qui est de la réforme aussi des tutelles, notamment aussi en 2019 avec le droit au mariage. Il y a aussi voilà, les notions de lutte contre les violences sexuelles. Pour préciser, voilà, sur la Convention relative des droits aux personnes handicapées, moi j'aime beaucoup m'appuyer sur cette convention qui sort un peu du champ médico-social uniquement. On parle beaucoup de 2002, beaucoup de 2005, mais moi j'aime bien rappeler aussi cette convention qui finalement réunit tout le monde. Donc le respect de la vie privée, le respect du domicile et de la famille,
et la santé. Donc la santé aussi avec beaucoup d'actions qu'on voit se développer petit à petit, notamment avec Handy Gynéco qui s'ouvre aussi. Le CNCPH qui a en 2003, si je dis pas de bêtises, a demandé aussi de revoir un petit peu la tarification quand on consulte des spécialistes, justement pour pouvoir s'assurer l'accès à la santé quand on prime de ces spécialistes de cet ordre. Les obligations des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, les professionnels, ils doivent inscrire cette liberté dans cette charte ou dans le projet d'établissement. Moi, je dis tout le temps, une fois que c'est écrit dans la charte, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Autoriser la vie intime, affective et sexuelle adaptée à l'âge et au degré de handicap. Donc, surtout à l'âge, quand on est aussi dans des établissements, comme je vous le disais, moi, sur un des sites, on accueille des enfants de 10 ans et également des enfants, des jeunes adultes plutôt, de 22 ans. Donc, justement, comment on fait respecter aussi ce droit d'accès à la vie intime, affective et sexuelle avec des fois ces différences d'âge. Proposer un accompagnement à la vie intime, affective et sexuelle avec notamment cette notion d'information et prévoir les lieux pour préserver l'intimité des adolescents et des adultes. Alors, comme on le voit, le droit, c'est assez c'est flou, en tout cas le contexte sur le droit, parce que le droit à la vie sexuelle n'existe pas. Moi, je m'appuie beaucoup sur les recommandations de bonnes pratiques, en se disant aussi, ne serait-ce que si on prend celle sur la recommandation de bonnes pratiques sur la bientraitance, on voit directement l'usager co-auteur de son parcours. Donc, lors de la communication individuelle et collective, comment on permet à la personne de travailler sa communication. Même si c'est un oui, un non, c'est déjà beaucoup. De savoir si c'est oui ou non, si je veux pas. L'essentiel de la communication doit commencer par là. Et justement, permettre systématiquement dans ces établissements un bonjour, merci, au revoir, mais avoir ces éléments qui permettent à un moment donné à la personne de se dire, là, je vais pouvoir m'exprimer sur telle chose. Voilà, l'enrichissement des structures. Il y a tout ce qui est aussi un élément, c'est également abordé sur la recommandation de bonnes pratiques des troubles du spectre de l'autisme, où il y a vraiment une partie sur la vie intime, affective et sexuelle, en disant notamment que le sujet ne doit pas être tabou. Et penser processus, c'est pas juste faire des interventions en one shot une fois et en se disant voilà comment on travaille directement ces interventions quand on évoque la vie affective et sexuelle. La qualité de vie aussi, voilà, reconnaître la vie affective et sexuelle des personnes. Quand tout à l'heure on se posait la question, finalement, est-ce que c'est un besoin? En tout cas, c'est abordé dans les recommandations de bonnes pratiques quand on parle de qualité de vie. On ne parle pas forcément de reconnaître la vie sexuelle, mais la vie affective. Moi, j'aime beaucoup aussi rajouter la vie relationnelle. La vie relationnelle, intime, affective, mais voilà, qu'on fasse directement un lien avec tout ce qui touche à la qualité de vie. La recommandation aussi qui est importante, c'est de se dire comment finalement on peut concilier tout ce qu'on dit de l'ordre de la vie privée, de la vie intime, avec des établissements des fois qu'on connaît, qui sont voilà, collectifs, beaucoup de personnes accompagnées. Comment moi je peux m'assurer d'avoir mon espace qui est à moi directement pour m'assurer de la vie intime, notamment le sujet évoqué dans les EHPAD. Et tout ce qui va toucher de l'ordre des droits sexuels. Donc, voilà, par exemple, le choix de son partenaire, le respect de son intégrité physique, le droit à une éducation sexuelle. Le droit à une éducation sexuelle, on fait souvent le lien à l'école, on a des cours d'éducation sexuelle. Souvent, je ne sais pas si c'est encore comme ça avec le prof de SVT, mais voilà, c'est de se dire aussi dans les établissements, dans les accompagnements aussi, qu'est-ce qui est proposé justement pour respecter ce droit à l'éducation sexuelle. Et qui soit sur les mêmes thématiques, moi j'insiste beaucoup là-dessus, sur les mêmes thématiques qu'on peut le voir aussi à l'école et pas uniquement du attention, prévention. Voilà, il faut penser aussi au côté positif. Tout ce qui est aussi de l'ordre, voilà, le droit de demander, d'obtenir et de transmettre des informations.
Moi, je trouve ça intéressant. Par exemple, dans l'IEM où je suis, on, on commence à s'améliorer, dirons-nous, sur les outils de communication. Et on s'est posé la question comment on aborde la possibilité, comment on laisse la possibilité aux personnes de venir interroger sur la vie intime, affective et sexuelle, quel pictogramme je mets, qu'est-ce que la personne va pouvoir dire avec les cahiers de communication qu'on développe. Donc ça a été un sujet aussi en fonction de l'âge, voilà, comment je l'aborde sur les différents outils. Donc le rôle de l'environnement, c'est justement pouvoir l'accompagner dans une vision positive, alors que bien souvent on aborde cette question dans l'ordre de la vulnérabilité. J'aime bien cette petite illustration qui est tirée d'un magazine vraiment intéressant. Enfin, c'est un PDF, Liberté, égalité, intimité, personnes handicapées, intellectuelles et vie affective et sexuelle proposée par une API, où justement c'est un peu dit les différentes formes de déni qu'on peut avoir quand on parle de vie intime, affective et sexuelle avec des personnes en situation de handicap. Donc le déni de droit, en se disant aussi finalement est-ce que nos locaux sont adaptés ou pas. Tout ce qui est déni de recherche du plaisir, en se disant aussi oui, les personnes aussi elles peuvent rechercher ce plaisir. Et le déni d'existence, en se disant finalement, il y a tellement d'autres projets, souvent on parle d'autonomie, est-ce que finalement je vais aborder ce sujet de la vie intime, affective et sexuelle? Ça, c'est un petit sondage. Alors, vous aviez déjà parlé de mes amours dans un précédent webinaire, mais c'est un petit sondage que je trouve intéressant où justement, il y a des professionnels qui ont été interpellés, ainsi que des parents. Concernant la première question, voilà, est-ce que la personne handicapée est-elle préoccupée par la sexualité? Le professionnel répond 100%, parents à propos de leur enfant 47% et les parents en général 82%. Donc déjà de voir la différence sur les parents en général et de se dire est-ce que ça concerne mon enfant aussi? C'est divisé par 2. Donc je trouve ça intéressant déjà de pouvoir le poser là. Préoccupé par le mariage, on voit que c'est plus faible aussi en termes de pourcentage. Et il y a une question aussi sur l'homosexualité, est-elle plus ou moins fréquente que dans la population? Donc on voit la différence aussi entre des fois les parents et l'éducateur. Mais moi j'aime surtout se dire finalement la différence notable entre les parents en général, mais est-ce que ça concerne aussi mon enfant à moi? Peut-être que c'est les autres jeunes, mais moi est-ce que ça concerne vraiment le mien? Donc justement, sur le programme Mes Amours avec Jennifer Fournier notamment qui a piloté le projet, on voit bien aussi qu'il y avait un programme de recherche, un programme d'éducation, mais on ne va pas y revenir trop longtemps parce que j'ai su que ça vous était présenté par un binôme de formateurs, mais ça a été posé justement sur les parents, qu'est-ce qu'ils pensent, les professionnels, qu'est-ce qu'ils pensent aussi, et c'est de se dire l'éducation à la vie intime, affective et sexuelle, elle doit reposer sur quoi? Donc, on le voit être adapté à l'âge, être fondé sur l'égalité des sexes et l'autodétermination, soutenir les ressources et les compétences des individus, respecter la sphère privée et instaurer un climat de confiance mutuelle, inclure les familles des jeunes enfants et les faire participer. Moi, je dis, on ne fait pas dans notre coin, dans les établissements, sinon comment on s'assure aussi un discours commun et une continuité. Être fondé sur une approche citoyenne et respectueuse de la dignité humaine. Donc, quand on parlait, finalement, c'est une possibilité, liberté, égalité des chances pour tout à chacun. Le droit à la vie intime, affective et sexuelle doit également en faire partie. Sur tout ce qui est de l'ordre des programmes, on compte trois grandes dimensions. Trois grandes dimensions qui font un lien directement avec le langage. Quand on travaille la vie affective, la vie intime, affective et sexuelle, les programmes d'éducation doivent directement faire lien avec ces trois dimensions du langage, intériorisé, relationnel et formel. De se dire aussi, moi, quand je travaille l'éducation à la vie intime, affective et sexuelle, comment j'apprends aussi, moi, à me parler, à me se dire qu'est-ce que moi j'en pense de cette chose, comment je développe un ressenti, est-ce que moi ça me rend triste, est-ce que ça me rend joyeux, qu'est-ce que ça procure en fait chez moi, avec notamment tout le travail autour des émotions qui en découlent.
Tout ce qui est de l'ordre du relationnel, de la communication entre les personnes, comment on va travailler cet aspect-là quand on parle d'éducation à la vie intime, affective et sexuelle. Il n'y a pas longtemps, je les ai fait rire où je travaille parce que moi j'ai dit on fait souvent les programmes aussi d'activités dans les établissements et je dis moi je propose aussi qu'en septembre on fasse salon de thé. Alors ils me regardent un petit peu bizarrement, mais je dis en fait juste apprendre à échanger, à se regarder, à prendre conscience qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans la pièce en même temps que moi. Est-ce que cette personne je l'aime bien ou est-ce que je l'apprécie un peu moins? Et de se dire, voilà, à travers le salon de thé, on peut déjà développer un petit peu ces différents aspects-là, sans forcément se dire qu'on fait un atelier vie intime, affective et sexuelle et qu'on travaille la vie intime, affective et sexuelle. Et tout ce qui est de l'ordre formel, en se disant quand même le rappel à la loi, le cadre législatif, tout ce qui est de l'ordre de la prévention également. Ça, c'est un petit peu le schéma qui reprend l'éducation à la vie affective et sexuelle, ce qui est de l'ordre biologique, psycho-affectif et social. C'était le premier schéma qui reprend voilà, un petit peu sur quoi on s'appuie quand on veut travailler ces éléments-là. Mais c'est le schéma assez basique. Concrètement, comment ça peut, quelques actions, moi, que je voulais vous présenter quand même, que je trouvais intéressantes. C'est l'organisation d'un slow dating dans une maison d'accueil spécialisée sur Marc-en-Barœul, en se disant, on connaît le speed dating, mais comment aussi on adapte des fois aux difficultés de communication des personnes, au fait que des fois, elles peuvent avoir besoin de plus de temps pour rentrer en relation avec l'autre. Qu'est-ce qu'on propose justement pour permettre plus ce temps-là et permettre une relation de se dire, je rencontre d'autres personnes, pas forcément pour que ça soit notre conjoint par la suite, mais de se dire aussi, ça peut être un ami que je fais, mais que je vais rencontrer, que je vais prendre le temps de rencontrer. Donc voilà, je trouvais le concept de slow dating rigolo. Il y a eu aussi une proposition de speed dating. Voilà, je vous ai mis une petite illustration que je trouvais intéressant en se disant les personnes qui participaient étaient accompagnées souvent d'un professionnel aussi et répondaient déjà à des petites questions pour permettre de rentrer en relation peut-être plus facilement. Voilà, avec aussi des badges pour chacun, reprenant le prénom, des cartes de visite, de quoi manger et boire en respectant les régimes de chacun. Moi, je trouvais ça intéressant de se dire comment on modifie un peu ce qu'on connaît pour vraiment permettre la rencontre de tout à chacun. Et ce speed dating a été organisé dans la salle des fêtes du village de Sept-Mas. Donc, je me dis, il y avait une ouverture aussi possible pour tout à chacun. C'était pas dans l'établissement. Et c'était une initiative, en tout cas, que je trouvais intéressante à souligner. Et toujours dans cette idée de se dire, on peut aussi rencontrer un ami et déjà se dire que on va rencontrer d'autres personnes que les personnes qu'on voit tous les jours au quotidien, c'est déjà beaucoup. Je voulais vous parler aussi d'éléments qu'on utilise beaucoup, hein. Donc ce petit PDF là à gauche, je vous en ai déjà parlé. Tout ce qui est les fiches santé bébé, quand on veut expliquer aussi des éléments aux personnes qu'on accompagne. Voilà, là j'ai mis la puberté, mais c'est parce que j'étais plus sur l'aspect corps. Et il y a alors ITSEM et Unité, c'est un jeu en ligne qui est très intéressant aussi, où on peut directement, qui est participatif, qu'on peut cliquer dessus et qui vient un petit peu poser ces questions de la vie intime, affective et sexuelle. Les fameux pictogrammes. L'idée à travers cette slide, c'est aussi de vous dire il y a des pictogrammes sur tout. Tout peut être expliqué, tout peut être montré. Qu'est-ce qu'on annonce aussi ou pas, mais l'important de laisser la possibilité à la personne aussi d'aborder ces questions-là. Souvent, on peut utiliser des tableaux de langage assisté, mais ça peut être sur des choses très concrètes en se disant si je suis au repas, je vais utiliser un tableau de langage assisté autour du repas. Mais quand on développe un outil de communication plus important, plus dense, il faut pouvoir laisser l'opportunité à la personne aussi d'évoquer ces questions-là, de s'interroger et nous de donner de l'information aussi avec l'utilisation de ces pictogrammes.
Sur l'ouverture aussi des centres Intime Agir, alors là c'est celui porté par le CREA Île-de-France, mais qui évoque voilà beaucoup de questions autour de la vie affective, sexuelle, les questions de la parentalité, la lutte contre les violences. Il y en a dans toutes les régions si je ne dis pas de bêtises, mais voilà, il y en a qui sont déjà bien avancés, d'autres qui débutent là pour le moment dans leur création. C'est important de se renseigner sur ce qu'ils proposent parce que chaque centre Intime Agir aussi a des fonctionnements différents. Dans les Hauts-de-France aussi, il y a des groupes de parole qui se font. Donc, je trouve que c'est une démarche aussi intéressante. Voilà, de se rapprocher de son centre régional. Et puis, il y a toujours des personnes aussi ressources en fonction des thématiques. Et il y a vraiment des activités qui sont proposées un petit peu en fonction de ce qu'on souhaite aborder. Alors, il y avait on m'a un peu passé commande d'évoquer quand même la question de l'assistance sexuelle. Donc voilà, l'assistance sexuelle, ce qui est important de se dire, c'est que ben, déjà c'est illégal en France. Plusieurs pays ont fait le choix d'encadrer leur recours à une assistance à la vie sexuelle. Donc j'espère que je n'en oublie pas. J'ai mis les États-Unis, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark et les Pays-Bas. Ça a été révoqué en 2023, je crois. Le CNCPH, du coup, a demandé une expérimentation, l'assistance sexuelle dans 2 régions, une expérimentation sur 2 ans. C'est la proposition du CNCPH, pour le moment, qui n'a pas eu de réponse apportée, mais ils sont dans cette optique-là. Et les prestations possibles, voilà, sur les questions d'assistance sexuelle, ça peut être divers, c'est pas forcément de l'acte sexuel. Voilà, recevoir des messages érotiques, désirer être vu nu par quelqu'un du sexe opposé ou également du même sexe, contact de corps à corps, préparation et intervention dans un climat intime et chaleureux. Voilà, c'est pas forcément l'acte sexuel quand on parle d'assistance sexuelle. Donc pour moi, c'est important de le rappeler aussi. Et c'est vraiment une formation qui est reconnue, une supervision qui est donnée et une sélection. Voilà, c'est très encadré. Jamais moins d'1 heure de travail, un tarif préétabli. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est posé et suivi. Et ça ne doit pas être le métier unique, par exemple, de l'assistant sexuel lorsqu'on évoque cette formation et cette intervention. Merci beaucoup, Juliette. Voilà. Et je vous laisse, Carole, si vous voulez bien prendre la parole. Vous aviez proposé de faire un. Oh, pas vraiment 2 Bon. minutes. Je Oui, voudrais surtout pas, par mon propos, réduire l'ampleur des échanges qu'il y a eu et puis surtout cette confiance, je trouve. Moi, j'ai été très touchée par ça, par l'entraide aussi entre parents. Finalement, vous vous répondez les uns les autres très, très bien. Et chaque expérience, ne serait-ce que la dernière, voilà, sur le petit chat qui vient dire quelque chose, là où elle ne peut pas s'approcher de quelqu'un, le chat, lui, vient ronronner contre elle. Et je me dis, là, nous, on apprend, là. On apprend quelque chose et on ne sait pas encore comment le chat y est arrivé. Et nous, on n'y arrive pas. Et il me semble que là, on est un peu au cœur de ce qui fait la sexualité, c'est-à-dire au cœur d'un mystère qui fait que on peut se choisir sans vraiment se choisir. Qu'est-ce qui fait lien? Et on a bien entendu qu'on n'était pas aux mêmes places. Il me semble que ça, j'ai envie de le redire, que en tant que parent, vous apportez à vos enfants ce que personne d'autre ne peut apporter. Et probablement, vous apportez la sécurité, l'amour sûrement, les valeurs probablement, et personne d'autre ne peut apporter ça. Et moi, il me semble que les professionnels, eux, ils peuvent être en effet dans une position de tiers, moins impliqués affectivement, avec des mots qui seront peut-être moins lourds par tous les affects qui sont liés aux liens de famille. Et c'est en ça qu'on peut s'entraider. Euh, ce que j'ai entendu depuis le début des webinaires, c'est la place du corps. On a eu tout un webinaire là-dessus et peut-être qu'en effet, là où nous, on a notre intelligence qui se met en place avec des réponses, des explications, la parole. Peut-être que pour nous, c'est difficile aussi d'abandonner ça, alors que les liens
avec les autres se font du côté du sensible, ce que l'on ressent, dans ce qu'on éprouve. Et là aussi, il me semble qu'il y a quelque chose, tout un vocabulaire euh, corporel à développer chez ces enfants pour que eux utilisent leur propre capacité corporelle plutôt que d'être en difficulté dans des capacités de communication qui ne sont pas les leurs. Et là aussi, nous, on a beaucoup, beaucoup à apprendre encore. J'ai entendu aussi que parfois, il y avait des réponses sur le webinaire avec l'équipe qui faisait des TCC. Il y avait beaucoup de réponses. Et au-delà de ces réponses, il y avait la question du sens à chercher, avec nos interprétations, nos questionnements qui cherchaient d'autres réponses que les premières. Ça aussi, ça m'a beaucoup intéressée parce que je me suis dit que finalement, tout acte avait un sens et que la question du sens pour nous, elle était parfois assez opaque et peut-être qu'à plusieurs, on se rapprochait davantage du sens d'un geste, d'un regard euh, qui pour nous nous interroge alors qu'en fait, il y a un sens qui nous échappe. Euh, Moi, il me semble aussi, et je vais en finir avec ça, que qu'il y avait la question aussi de toutes les expériences, et vous en avez reparlé aujourd'hui, et la puissance des expériences qui probablement étaient au cœur de l'apprentissage de la vie relationnelle et sexuelle. Et il me semble que ça ne s'apprend pas, ça se vit. Mais par contre, ce dont on a besoin, tous, c'est d'élaborer après chaque expérience. Et c'est là où, en effet, notre présence peut être tout à fait intéressante. La présence des parents est essentielle. Et les parents ont leur regard, les professionnels en ont un autre. Et c'est peut-être ce qui permettra à l'enfant, au jeune ou au jeune adulte ou à l'adulte qui est concerné d'entendre quelque chose qui n'a pas été entendu au départ, mais dans le ressenti et pas pas dans le fait d'apprendre au niveau d'un savoir. Euh, je reviendrai sur une première phrase qui a été dite lors du premier webinaire. Un parent a dit, je ne voudrais pas que ça crée une frustration. Notre vœu pour chacun, pour les autres, c'est de ne pas voir souffrir quelqu'un. Mais par contre, il me semble que dans la souffrance et dans la frustration, qui s'accompagne aussi en tant que telle, et où on ne cherche pas tout de suite à y échapper, c'est la vie de chacun. Eh bien, il y a aussi l'apprentissage du manque. Et dans le manque, il y a le lieu du désir, d'un désir qui ne se dit pas, d'un désir qui ne se comprend pas, mais qui, lui, est le moteur absolu de la quête de l'autre. Et notamment d'un autre qui ne sera pas objet de consommation, mais qui sera objet de recherche, de quête. Et il me semble que là aussi, dans notre accompagnement, à vouloir chercher des solutions, on peut parfois penser que l'autre est une solution pour soi, alors que ça n'est jamais le cas. Je voudrais vous remercier. J'ai été fil rouge, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup été touchée. Et je crois que je repars de ces 6 ou 7 webinaires, pas tout à fait comme j'étais au début. Donc, merci vraiment à tous.